pour que quand le pays de Netanyahou va tomber du lit et mal se réveiller et nous bombarde. Ah non, ça c'est non. Parce que les 2 fois où ils l'ont fait, imaginez-vous si l'Iran ne disposait pas de missiles balistiques, que resterait-il aujourd'hui de l'Iran? Ou même des autorités iraniennes? Que resterait-il? Mais les Occidentaux, en voyant tout cela, hein, vous disent normal, sans honte. Mais pourquoi vous gardez des armes qui vous permettent de vous protéger? Donnez-les, comme ça, on va laisser le pays du loser du Moyen-Orient bien vous défoncer la gueule. Pourquoi vous voulez garder vos armes? Nous, on veut plus que vous ayez des missiles balistiques qui vous permettent de mettre à mal notre pote, le pays de Netanyahou. Et donc, écoutez l'interview de le ministre des Affaires So étrangères I'm not iranien. concerned about Quand j'ai écouté la première fois, je ne l'avais pas compris comme ça. Mais maintenant, au vu de tout ce que je vous ai dit, insistez bien et écoutez bien ce qu'il dit. war. What I'm concerned of is miscalculations and military operation based on misinformation and disinformation campaigns. It is obvious to us that there are certain elements, certain parties who want to drag President Trump into this war for their own benefits. And I think President Trump is wise enough to make a correct decision. Vous avez vu? La première fois que j'ai regardé cette interview, je ne me suis même pas attardé sur cette première phrase, sur cette première partie. Mais en fait, les autorités iraniennes, contrairement à ce qu'on pompe, les laquais du pays du loser du Moyen-Orient pompent à la télé française à longueur de journée de vous dire que non, Trump, il veut lui-même attaquer l'Iran, il avait promis d'attaquer l'Iran, il avait promis de venir au secours des Iraniens, c'est un traître. C'est un traître. D'abord, c'est un traître. Après, maintenant, c'est un lâcheur. Il va reculer. Ils sont en train de tout faire pour justifier le fait que Trump, s'il attaque, ça sera bon. Ils ne pensent à aucun moment aux conséquences négatives que peut avoir cette attaque. Et bien évidemment, personne ne prend le temps de décoder ce que dit le ministre des Affaires étrangères iranien comme ça. Et la vérité, c'est qu'on n'a jamais su qu'est-ce que les Iraniens ont fait concrètement à Trump pour justifier tout ce qui est fait par Trump contre les Iraniens. Concrètement, moi j'ai vu Trump, le fait qu'il ait détruit le traité que Obama avait fait avec l'Iran, sans raison. On n'a jamais compris pourquoi. Il a fait exactement ce que, comment il s'appelle, Emmanuel Todd dit, John Fried, par rapport à Obama. Obama avait signé un traité avec l'Iran, comme quoi l'Iran devait se tenir à peu près tranquille. Trump, il est arrivé, du jour au lendemain, il a révoqué ça. Il a mis des sanctions. On n'a jamais compris pourquoi, mais maintenant on comprend mieux. Si ces gens-là qui dirigeaient ce fou-là d'Epstein avaient des tels dossiers sur Trump, et ils ont dit à Trump, mon gars, quand tu viens, surtout la première fois, il était plus jeune, il était plus fougueux, il avait peut-être plus aussi à perdre parce qu'il voulait un deuxième mandat. On lui a dit, mon gars, quand tu viens, tu nous mates l'Iran là ou sinon tu vas sauter. Obligé, il a fait ça. Parce que quand il est revenu, moi j'ai suivi la campagne de Trump. La campagne de Trump n'a jamais été hostile à l'Iran. C'est à peine s'il en parlait. Lui, ce qu'il voulait surtout, c'était régler cette histoire de l'Ukraine. Mais soudainement, on a vu petit à petit, et lui, il voulait aussi régler l'histoire de Gaza. Et soudainement, on a vu petit à petit, après qu'il ait tordu le bras de Netanyahou, enfin, de Netanyahou, pour son cessez-le-feu, on a vu petit à petit, les choses commençaient à changer. Le bruit montait au niveau du dossier Epstein. Et soudainement, on a vu Trump commencer à relâcher la pression sur Netanyahou jusqu'à ce que Netanyahou aille jusqu'en Iran. Refaites la séquence. Même moi-même, si je revois toutes les vidéos que j'ai faites depuis l'arrivée de Trump au pouvoir jusqu'à maintenant, je ne disposais pas des éléments que je dispose maintenant. Je peux lire différemment les événements maintenant. Et vous avez bien vu ce que ce monsieur il a dit. Il a dit, il y a des gens qui, pour leur propre intérêt, veulent que Trump nous attaque. Mais dans les télés occidentaux, et surtout particulièrement en France où ce pays-là a une grande influence, on nous dit que eux, ils ne sont pas pour que Trump attaque. Mais en même temps, tous les jours, ces mêmes journalistes sont là pour rappeler que non, Trump doit attaquer. Trump doit attaquer.
Le nombre de morts là, on est passé de 5 000 à bientôt 100 000. Trump doit attaquer, comme j'ai dit, ça gonfle ça gonfle plus vite que la bulle Nvidia, que la bulle de l'IA. Si vous suivez les chroniqueurs financiers, ils vous disent que la bulle de l'IA, c'est juste exceptionnel comment ça monte. Eh bien, le bilan de la répression iranienne, c'est mieux que la bulle de l'IA. C'était quelques milliers en 2 jours, c'est devenu des dizaines de milliers, 30 000, 40 000, 80 000. Donc, si les autorités iraniennes ont éliminé 80 000 personnes, ça veut dire qu'il y a combien de blessés? Donc, il devrait y avoir, je ne sais pas moi, presque la moitié d'1 million d'Iraniens éparpillés entre la tombe, les cachots et les hôpitaux. Poursuivons. How can a meaningful negotiations process be jump-started right now? A meaningful negotiation should be based on trust. And unfortunately, we have lost our trust to the United States as a negotiating partner. We need to overcome this mistrust. Et ça, c'est dû à quoi? Trump, il était en train de négocier avec l'Iran quand l'Iran s'est fait attaquer par Netanyahou. Il y a peu de médias qui soulignent ça, mais Trump, il était en train de négocier en bons termes avec l'Iran quand l'Iran s'est fait attaquer par le pays du loser du Moyen-Orient. Et ensuite, comme l'Iran a défoncé le pays du loser du Moyen-Orient, Trump a dû encore double down, comme disent les Américains. Trump a dû rajouter l'attaque sur les nucléaires pour ensuite dire que voilà, on arrête là. Voilà pourquoi eux ne peuvent pas faire confiance ni à Trump ni aux Américains, parce que même quand ils sont de bonne foi, c'est toujours eux qui sont punis. Et on rappelle aussi que les Occidentaux qui viennent pleurer aujourd'hui que l'Iran, soi-disant, serait une menace, sous Obama, quand l'Iran a signé les traités sur le non-nucléaire militaire, c'est qui n'a pas respecté la levée des sanctions? C'est ces mêmes Occidentaux. Aujourd'hui, ils sont là et vous disent qu'on ne peut pas se fier à la parole de l'Iran. Mais quand l'Iran a fait tout ce qu'elle avait à faire pour respecter ce qu'elle avait signé avec eux, ce n'est pas eux qui ont refusé de lui accorder la levée des sanctions pour que sa population puisse mieux vivre. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this confidence. It is difficult, but they are trying. So I see the possibility of another talk if the US negotiation team follows what President Trump said. Vous avez entendu? Il voit une autre possibilité de négocier si l'équipe de négociation américaine suive ce que Trump a dit. Lui, il insiste bien. Lui, il n'est pas là pour les Américains, pour suivre ce que les États-Unis disent. Non, suivre ce que Trump dit. Ça veut bien dire que eux, ils ont bien compris depuis le retour de Trump que Trump ne fait pas ça parce que lui, il déteste l'Iran, parce qu'il veut s'en prendre à l'Iran. Trump fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Ou en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'avait pas le choix. Il essayait de, à la fois, ménager les intérêts de Netanyahou et les intérêts des Américains. Mais apparemment, les Netanyahou, ils ont décidé que leurs intérêts à eux étaient plus importants que les intérêts des Américains, que les Américains doivent aller rentrer en guerre et mourir et dépenser des milliards pour l'intérêt de Netanyahou. Et je pense que là, ils ont peut-être perdu définitivement, déjà que idéologiquement, ils ont perdu la plupart des soutiens et surtout le soutien populaire. Je pense que là, ils vont perdre le soutien de l'élite parce que maintenant qu'ils les ont dévoilés, pourquoi ces gens-là auront encore peur de maintenant ne plus soutenir ces gens-là? Bon, maintenant, en France, ils n'ont pas dévoilé tout le monde. Mais aux États-Unis, mettez-vous à la place de tous ces Bill Gates, ces machins, ces nini. Maintenant que tout ça est dévoilé, quel est leur intérêt encore de supporter, de soutenir les bêtises de cette communauté? Quel est leur intérêt? Maintenant, ils vont pouvoir se ranger avec leurs enfants. C'est pour ça que je dis, pour les années à venir, eux-mêmes sont en train de penser à partir de là-bas. Parce que, clairement, tous les cerveaux qui sont en train d'être formés aux États-Unis ne soutiendront pas ces gens-là. Donc, leurs politiciens aussi, à moins que les politiciens d'aujourd'hui soient toujours en sous-marin, on a des trucs serrés, ou peut-être qu'on a déjà trouvé un autre Epstein. To come
to a fair and equitable deal to ensure that there is no nuclear weapons. So if this confidence is built, if you get to that stage, you are ready and willing to sit down directly with the American side, with someone like Witkoff, and talk? You know, the question of directly and indirectly is something else. That is the form of negotiation. And we have to... But that's what they say, they want that. Yes, but we have to take care of the substance of negotiation, and that is more important. Yeah, and President Trump says that negotiations are already going on. He has said overnight that there is negotiations taking place. How does that work right now with this confidence building, with countries in the region also helping? That is through intermediators. As I said, there are some countries who convey messages and who are trying to build confidence and to prepare the ground for a meaningful negotiation. And we are working with them, and we are exchanging messages. Would you say that Donc, ici, Trump il dit qu'il y a des négociations. Lui, il dit qu'il n'y a pas de négociations, comme vous l'avez suivi, qu'on doit d'abord construire la confiance, que cette confiance va passer par des intermédiaires et que l'important, c'est ne pas la forme des négociations, parce que ça peut être tripartite ou en direct ou indirect, c'est pas ça le problème, c'est le fond. Que eux, ils s'intéressent d'abord au fond. Qu'est-ce que les États-Unis proposent? Qu'est-ce que eux peuvent accepter? Et vous allez bien voir que là encore, le journaliste va essayer de glisser des intérêts qui ne sont pas celui de Trump. these talks that are going on right now are fruitful and can lead to a de-escalation of the situation to a point where real talks can take I place? think so far, yes, fruitful. Things like enrichment, things like ballistic missiles, things like proxy forces in the region. I know that the United States has talked about wanting to negotiate about that as well. Voilà. Sincèrement, mettez-vous de la part du côté des Américains. L'Iran n'a jamais tiré de missiles balistiques aux États-Unis. L'Iran s'en prend très très rarement aux intérêts américains dans la zone, et surtout de manière injustifiée. Les seules personnes qui ont reçu une raclée par rapport aux missiles balistiques, c'est le pays de Netanyahou. Les seules personnes qui sont combattues par les proxys de l'Iran dans la zone de manière frontale, c'est Netanyahou. Donc, en quoi ça, ce sont les intérêts des Américains? Et surtout, quand on voit ce qui a été fait par le pays de Netanyahou sur les derniers mois ou les dernières années, quel est l'intérêt de l'Iran de se dépouiller de la seule chose qui lui a permis de mettre une raclée au pays de Netanyahou? Souvenez-vous à ce qu'a dit ce monsieur au début. Il y a des gens qui veulent pousser Trump à nous attaquer pour leurs propres intérêts. Quand vous attendez ce journaliste prendre comme chose à négocier des choses qui, matériellement, concrètement, ne représentent presque aucune menace pour les Américains, et mettre ça au centre des négociations. Et voilà pourquoi les Européens, eux aussi, veulent ça. Parce que la plupart de ces gens-là, je suis sûr que sont dans les dossiers Epstein et sont d'accord pour qu'on aille défendre les intérêts du pays de Netanyahou chez l'Iran, sous prétexte que ce n'est pas le pays de Netanyahou qui les demande, mais c'est eux. À quel moment vous avez vu l'Iran tirer un missile balistique en Europe? Mais eux là, je suis sûr que ce sont les premiers à vouloir que l'Iran renonce à ses missiles balistiques. Donc ce qui te permet de te protéger, de te rendre fort, c'est ce qu'on ne veut pas que tu aies. Mais par contre, laisser le pays de Netanyahou être surarmé, on aurait dit un bulldog sous stéroïdes, c'est pas grave. Is that completely out of the question for you, or is that something you could at least talk about? President Trump said no nuclear weapons, and we fully agree with that. That could be a very good deal. Of course, in return, we expect sanction lifting. So, vous avez vu? Il a dit, Trump a dit pas de nucléaire militaire. Et nous, on est d'accord avec ça. De toute manière, pour quel besoin l'Iran aurait besoin de nucléaire, concrètement? Et une chose aussi que je vous ai dit par rapport au fait que le pays de Netanyahou a totalement changé d'image et est devenu aujourd'hui une folie théologique et qui a une mission messianique, c'est qu'ils ont rendu public le fait qu'ils ont de l'arme nucléaire et ça ne pose problème à personne. Vous avez attendu aucun de ces élites qui sont toujours prontes à pleurer que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Vous les avez attendus pleurer? Probablement parce qu'ils sont là-bas.
Vous les avez entendus pleurer? Et même pour vous dire que c'est des faux débats, je veux vous mettre une séquence de Sergueï Lavrov pour vous montrer que ce que les gens y veulent, ce n'est pas qu'il y ait la paix, c'est juste que l'Iran et les États-Unis rentrent en confrontation. Parce que Sergueï Lavrov a dit quelque chose de très très important ici, dans cette vidéo, que j'ai retenue. Ah, je ne l'ai pas sauvegardé, donc je vais vous demander de m'accorder 1 minute. Voilà. En ce qui concerne ce qu'ils appellent le régime de Téhéran, le Premier ministre israélien, Ben Netanyahou, n'a jamais particulièrement dissimulé le fait que l'Iran représente, selon lui, une menace pour l'existence même d'Israël. Récemment, une série de contacts a eu lieu entre le président de la Fédération de Russie, V.V. Poutine, et le Premier ministre israélien, Ben Netanyahou, ainsi que nos échanges réguliers avec les dirigeants iraniens. Étant donné que nous entretenons de bonnes relations à la fois avec Israël et avec l'Iran, nous proposons constamment nos bons offices afin de contribuer à l'apaisement de cette situation. Ainsi, il y a un peu plus de 10 ans, en 2015, la Russie a joué un rôle clé dans la conclusion de l'accord sur le programme nucléaire iranien, notamment en procédant au transfert vers notre pays des excédents d'uranium enrichis au-delà des quantités autorisées pour la République islamique. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accomplir quelque chose de similaire. Les Israéliens, les Iraniens et les Américains en sont informés. Nous serions heureux d'aider à éviter une nouvelle escalade, comme celle survenue durant l'été, lors de la guerre de 12 jours, au cours de laquelle des installations nucléaires placées sous le contrôle de l'AIEA ont été bombardées. Dans le même temps, cette agence n'a exprimé aucune réaction face à une violation aussi flagrante de son statut et des normes du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Voilà. Donc vous avez attendu? Il y a 15 ans, je pense qu'il y a 15 ans, ça doit être quand Obama était au pouvoir. Ils sont arrivés à la paix parce que la Russie, pour rassurer les Occidentaux, a pris les stocks d'uranium trop enrichi de l'Iran pour les garantir que l'Iran ne va pas vers le nucléaire militaire. Malgré ça, ils n'ont pas respecté leur partie de l'accord, ils n'ont pas levé les sanctions et Trump est venu à déchirer le traité derrière. Et alors que on vous dit qu'ils ont toujours proposé ça, ça veut dire que Netanyahou, quand il est passé à la télé pour dire que l'Iran allait avoir la bombe ou quoi que ce soit, il savait qu'il peut demander à la Russie, pour apaiser les choses, non, demander à l'Iran de vous donner son nucléaire trop enrichi pour que on puisse être rassuré et on ne bombarde pas. Non, à la place, ils ont préféré bombarder, déclencher la guerre. Et ici encore, on vous dit que c'est possible. Et voilà pourquoi quand tu écoutes le ministre des Affaires étrangères iranien parler, tu comprends qu'eux ne veulent pas d'embrouille. Et c'est pour là pourquoi moi j'ai du mal à croire au mensonge des Occidentaux de dire que les autorités iraniennes ne pensent qu'à éliminer ou à faire souffrir leur population. Non. Les mecs, ils essayent par tous les moyens de contenter l'Occident pour qu'elle les laisse vivre en paix. Les gars, ils essayent tout pour faire lever les sanctions. Mais j'allais dire un mot qui est désobligeant, mais ces tarbas, ils ne veulent pas lever les sanctions. Ils préfèrent laisser les Iraniens crever et être contents de voir les Iraniens comme les autres débiles en France de l'avenir et taper les deux mains. Oui, le régime était mauvais et tout ça, là, ils ne pensent qu'à nous tuer. Mais vous les attendez parler ici, là. Les mecs, ils ne rêvent que d'une chose. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ne font que concession sur concession pour qu'on lève les sanctions. Mais ces tarbas, ils ne veulent pas lever les sanctions. That deal is possible. Let's do not talk about impossible things. Voilà. Et donc, il lui dit, si c'est pour qu'on n'ait plus de nucléaire militaire, ça, c'est pas un problème. Mais si c'est pour qu'on se désarme, pour que quand le pays de Netanyahou va tomber du lit et mal se réveiller et nous bombarde, ah non, ça c'est non. Parce que les 2 fois où ils l'ont fait, imaginez-vous si l'Iran ne disposait pas de missiles balistiques, que resterait-il aujourd'hui de l'Iran? Ou même des autorités iraniennes? Que resterait-il? Mais les Occidentaux, en voyant tout cela, vous disent normal, sans honte. Mais pourquoi vous gardez des armes qui vous permettent de vous protéger? Donnez-les, comme ça, on va laisser le pays du loser du Moyen-Orient bien vous défoncer la gueule. Pourquoi vous voulez garder vos armes?
Nous, on veut plus que vous ayez des missiles balistiques qui vous permettent de mettre à mal notre pote, le pays de Netanyahou. What do you think the consequences would be if there was a full-on military confrontation between Iran and the United States? Because I know your military has changed its doctrine, that if there is a major attack, it would be considered existential for the Islamic Republic. What would that mean for the region here? If war Mais en plus, ils demandent ça comme si ce n'est pas normal, hein. Ces gens-là, ils ont commencé par dire qu'il y a les manifestations, qu'il faut aider les manifestants, qu'il faut bombarder l'Iran, qu'il faut décapiter les têtes pensantes, les autorités en Iran. Mais ils pensent qu'avec tout ce qu'ils ont dit, l'Iran ne doit pas considérer qu'elle est en menace existentielle. On a vu l'Irak, une fois qu'ils ont décapité Saddam Hussein, c'est devenu quoi? On a vu la Libye, une fois qu'ils ont décapité Kadhafi, c'est devenu quoi? Mais c'est incroyable, franchement, le culot des journalistes occidentaux, c'est juste incroyable. On aurait dit qu'on n'est pas témoin des choses qui se passent. starts, that would be a disaster for everybody. In the previous war, we tried hard to limit the scope of war between Iran and Israel. This time, if it is between Iran and the US, since the US bases are spread all over the region, then inevitably, many parts of the region would be involved, engaged, and that could be very dangerous. Our missiles were tested in a real war last time, and we were able to, understand their problems, their weak points, and their strengths. So we learned many lessons from those 12 days of war, and I think we are now very well prepared. But again, being prepared doesn't mean that we want war. We want to prevent a war. President Trump said. Voilà. Donc, eux, ils sont contents, puisque le défi qu'elle leur avait lancé chez Netanyahou leur a servi à s'éduquer, à prendre de l'avance. Parce que les Occidentaux, beaucoup sont en train de parler, mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait de guerre que c'est que dit souvent a été chouette. Le retour, le briefing de la guerre, ça fait longtemps que la plupart des Occidentaux ne l'ont pas fait. Même les États-Unis, le briefing sur ce qu'ils ont fait au Venezuela, il n'y a pas grand-chose, puisqu'ils avaient déjà tout acheté. Il n'y a personne qui leur a tiré dessus, qui a challengé leurs hélicoptères, leurs F-15, leur système anti-aérien. Ils n'ont pas de débriefing. Par contre, l'Iran, comme la Corée, comme l'Ukraine, comme la Russie, eux sont concrètement en train de progresser parce qu'eux, ils ont vraiment fait la guerre. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment tiré les missiles, ils ont vu les missiles partir, ils ont vu à quel moment ça pouvait être intercepté, un peu comme les Russes ont amélioré l'acuité des Iskander, et même ils essayent d'améliorer l'acuité des Kinjal, parce que les Kinjal, il y a un moment où il doit prendre l'information qui fait qu'il ralentit avant de réaccélérer. Et c'est précisément à ce moment-là, là, si l'interception était bien calibrée, tu peux abattre un Kinjal. Donc, ce n'est pas tout le temps possible, mais tu peux l'abattre. Et les Russes, ils ont appris de ça, et même les Ukrainiens eux-mêmes l'avaient dit, on a de plus en plus de mal à intercepter les Iskander et tout ça parce que ils ont modifié la trajectoire des Iskander quand ça approche. Et donc maintenant, on a un taux d'interception beaucoup plus faible. Et les Iraniens aussi ont fait cette expérience-là. Malgré le fait qu'ils ont trouvé le dôme en carton, parce que moi je ne l'appelle plus le dôme de fer, je l'appelle le dôme en carton. Malgré le fait qu'ils ont trouvé le dôme en carton, il y a quand même eu des ratés. Et ça leur a servi de leçon, ça leur a servi de retour sur expérience pour s'améliorer. Et donc si ça devait recommencer, à moins qu'on ait fait des mises à jour sur le TAB et le Patriot, je pense que là, le dôme de carton va devenir le dôme d'autre chose encore. He's also concerned about the rights of those who are in custody. As you know, he said that he believes that he prevented hangings from taking place here in Iran. Can you guarantee the rights of those who have been detained and whose cases are being looked into right now? Of course. First of all, there was no plan for executions or hangings. So there were no plan as such. And right now, I can
affirmed that the right of each and every person who is arrested and detained would be observed and guaranteed. Bah, moi, je comprends que voilà, ils n'ont pas forcément besoin d'exécuter les manifestants, mais par contre, les espions, c'est sûr que là, on ne pourra pas les sauver. Les espions, je pense que là, on ne pourra pas les sauver. Et donc, ce long live a été vraiment long. Je pense que nous rentrerons sur plus de détails par rapport à ces affaires dans les prochains lives. Mais je voulais juste vous mettre en perspective cela parce que j'ai trouvé que voilà, le dossier Epstein est très lié à ce qui se passe là. Si ça n'aurait pas été relâché là, on n'aurait presque eu aucun moyen de pouvoir lire les choses de cette manière. Et on n'aurait pas compris l'interview de ce ministre des Affaires étrangères iranien de cette manière-là. Parce que nous n'aurions pas compris pourquoi, malgré le fait que Trump les a menacés, a été soutenu par tout l'Occident pour les bombarder, a ramené devant chez eux ce navire et tout ça, il semble quand même plus enclin à travailler avec Trump pour trouver une solution que autrement. Et bien évidemment, les Occidentaux sont aveuglés par la campagne de communication mise en place en Occident où il s'agit de dire que voilà, comme les autres pays arabes qui abritent les bases, eux ne veulent pas se retrouver dans cette embrouille et eux ont pris des vraies mesures parce qu'ils ont interdit le survol de leur territoire aux Américains pour aller attaquer l'Iran. On a essayé de glisser là-dedans aussi que le pays de Netanyahou était pour qu'on n'attaque pas. Tandis que par derrière, on sait que le dossier Epstein est essentiellement piloté par le pays de Netanyahou et est utilisé à dessein pour mettre la pression sur Trump. Alors maintenant, on va surveiller de près le développement du dossier Epstein. Est-ce qu'ils vont mettre en accusation Trump? Est-ce qu'ils vont lancer des procédures contre Trump? Parce que si Trump ne bombarde pas l'Iran et trouve un accord avec l'Iran, c'est que là, le pays de Netanyahou aura jeté aux orties le meilleur plan qu'ils avaient pour contrôler le reste du monde. Parce que si vous écoutez, si vous allez regarder le live de Aberkam, quand on vous dit les choses qui sont, je ne sais pas si ce sont des écrits, mais qui sont rapportés sur Epstein, c'était ça son idéologie. Pour Epstein, comme beaucoup des gens du pays du loser du Moyen-Orient, il y a eux et il y a le reste du monde. Et Epstein, il parlait du reste du monde comme des merdes. Et la plupart des gens qui sont dans ces dossiers, ils en parlaient comme des merdes. Et donc, pour eux, c'est normal d'utiliser, d'avoir toute cette base de données-là. Et leur dessein, c'était une bonne fois pour toutes, parce que avec les territoires qu'ils ont pris récemment au Moyen-Orient, eux, ils voulaient vraiment aller jusque bien défoncer l'Iran et prendre une bonne partie parce que celui qui ralentit leur progression et la réalisation de leur dessein machiavélique, c'est l'Iran. Et ils voulaient profiter de cette séquence où ils ont déjà fait des sacrifices, un peu comme la Russie, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Le sacrifice a coûté tellement cher que voilà, si ça arrêtait au milieu, et surtout si les choses changent, l'équilibre des forces change, on peut les forcer à revenir en arrière parce que tout ce qu'ils ont fait est contraire au droit international, est contraire aux résolutions de l'ONU. Et donc, il suffit qu'ils perdent l'influence qu'ils ont sur les Américains et que les Américains croisent les bras pendant qu'au Conseil de sécurité, on vote qu'ils doivent retourner les territoires qu'ils ont pris pour qu'ils reviennent en arrière. Et donc, du coup, ils voulaient vraiment forcer qu'on aille directement jusqu'en Iran. Et donc, s'ils n'obtiennent pas ça, ils auront foutu en l'air le dossier Epstein, ils auront perdu tous les poids des gens qui étaient dans le dossier Epstein. Déjà, je suis sûr que la royauté d'Angleterre, déjà, eux, ils les ont à l'œil, parce que ça, là, ils ont de la chance encore. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'ils ont de la chance que la reine ne soit plus là. Parce que la reine, je crois que celui-là là, qui a été pris dans ça, je crois que c'était l'un de ses préférés. Et je ne pense pas que la reine aurait été pote
avec le pays qui a humilié son fils comme ça et qui a presque humilié son pays. Donc je pense que déjà par rapport aux Anglais, déjà les choses vont être bizarres, ne vont plus être les mêmes. Bon, maintenant, il y a peut-être d'autres politiciens anglais qui sont dans le dossier et qui peuvent toujours essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous avez compris ce qu'il y avait dans les dossiers par rapport aux Américains, eh ben, nous savons que la plupart des élites actuelles en Europe sont plus ou moins affiliées aux États-Unis, comme la dernière fois quand Natasha Polony avait dévoilé que l'autre monsieur là qui était à la télé venait du think tank américain Alliance, je sais pas quoi là qui serait plus ou moins financé par la CIA. Ils bossent tous pour les Américains. Et l'élite américaine n'était tenue par Epstein. Donc ça devient compliqué. Donc vous vous rendez bien compte que voilà, si aux États-Unis ils en tenaient beaucoup, on sait qu'en France aussi, en Europe aussi, ils doivent en tenir beaucoup. Et particulièrement en France. Parce que la France, c'est les berceaux de ces gens-là. Donc c'est pour cela que moi, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ces gens-là sont dans l'impunité en France. Moi, j'ai des histoires de ces gens-là. Ils font des trucs en France on n'imagine même pas. Cette communauté-là, c'est les pires voyous. Et contrairement aux voyous du 93, du 92 ou quoi que ce soit, qui risquent de se faire poursuivre par la police ou quoi que ce soit, eux, la police vous dit que non, laisse tomber, ferme ta gueule, tu peux rien. Moi, j'ai des amis qui sont dans des comptables, pas dans des grosses cabinets comptables, parce que dans les grosses cabinets comptables, on demande de la transparence ou quoi que ce soit, mais dans des petits cabinets privés de Paris bien installés, qui vous racontent des histoires de cette communauté-là, vous avez froid dans le dos. Le mec, il vous dit que j'ai un client qui se plaint d'un tel client, et le comptable lui-même lui dit, ah, lui, non, oublie. Lui, il te dit, lui, oublie. Et il y a plein d'histoires comme ça, les mecs, ils sont partis, parce que le mec, il appartient à la communauté du 1%, tu dis le nom, les policiers eux-mêmes te disent, bon, oublie. Et pourtant, t'es en France, hein, mais on te dit, oublie. Il lui arrivera rien. Et tu feras rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'offusquent que dans les milieux des affaires, quand tu te fais barber en France, le mec, il va s'installer tranquillement au pays du loser du Moyen-Orient et il n'y a pas de poursuite. Avant, tu ne comprenais pas pourquoi les autorités ne faisaient rien. Mais quand tu vois les dossiers Epstein, tu te dis, bah, ça se voit que De Gaulle n'est plus là. Ça se voit que Pasqua n'est plus là. Ça se voit que les gens comme ça, là, qui ont fait la grandeur de la France, ne sont plus là. Et tu comprends mieux maintenant pourquoi une meuf comme les Aurore machin là, ils font la loi dans l'Assemblée nationale. Des gens, ils sont sortis de nulle part. Ils font voter des lois liberticides, veux-tu en voilà, machin, nanana. Et ils pondent des lois où ils mettent des associations du pays du loser du Moyen-Orient comme des gens qui vont surveiller Internet pour signaler les contenus qu'il faut supprimer. Et moi, ici, au maximum, j'essaie vraiment de limiter toute référence que les algorithmes pourraient attraper de ces gens-là, mais je ne sais pas si ce que je fais ici pourra survivre à la censure de ces gens-là. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir accordé votre temps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout ce que je vous ai dit là sera découpé en vidéo. Vu la longueur du temps que ça m'a pris de développer tout ce que j'avais appris sur le dossier Epstein et sur l'Iran, je pense que je vais faire une première partie sur le dossier Epstein et puis une deuxième partie sur le rapport qu'il y a entre le dossier Epstein et les dernières confrontations entre les Américains et l'Iran. En tout cas, merci à tous, bonne nuit à tous, peace out. Désolé, je ne peux pas lire les informations ou je ne peux pas vous parler parce qu'il est déjà 23h et j'ai besoin de dormir. Peace out.